Donc vous avez dû voir popper les questions de cours sur le NT hier. Je vais les ressortir. Je vous les donnerai bien sûr en format papier. Demain, vous avez constaté qu'il y a un peu de changement de mise en forme, mais rien de fondamental, c'est plus joli. Voilà. Et on est parti. Alors, donc, grand 1. Donc ça va être un chapitre très très long, très fleuve. Grand 1, on va littéralement faire un cadre général dans cette histoire-là. Dans les questions de cours, j'ai appelé ça régime synodal forcé, mais c'est juste histoire de ne pas faire une répétition du chapitre. D'accord. Et petit 1, on va partir dans les définitions et formalisme complexe. Voilà. Le cours d'aujourd'hui est extrêmement important parce que je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. D'accord. Et je vais donc partir, et c'est très bien qu'on ait eu les vacances entre les deux et que vous ayez pu bosser un peu sur les équations différentielles, puisque comme ça vous avez déjà une bonne idée de comment ça se passe. Alors, on va partir au départ d'un constat. Vous avez donc tous et tous théoriquement fait des exercices de régime transitoire. D'accord, avec des bobines, des condensateurs, des générateurs, des interrupteurs et des résistances. D'accord. Donc ça, vous savez faire. Circuit linéaire, régime transitoire. Vous savez d'ailleurs que ça peut être extrêmement pénible, en particulier de déterminer les équations différentielles. D'accord. C'est ce qu'il y a de plus dur en fait dans ce chapitre, a priori. Ce dont vous avez dû vous rendre compte à chaque exercice, c'est que quoi qu'il arrive, quel que soit le circuit, aussi pénible que ça puisse être, vous finissez toujours par tomber sur une équation différentielle linéaire, dont l'ordre correspond au nombre de dipôles de type bobine et condensateur. D'accord. Ça, c'est le théorème de cours. Et dont le second membre est toujours proportionnel au générateur. D'accord. Vous avez toujours un truc fois E. Parfois, ce second membre est nul, parce qu'en fait, vous avez peut-être, à un moment donné ou à un autre, utilisé une dérivation qui a fait disparaître la constante du générateur. Okay. Donc ça, c'est le premier constat. Autrement dit, quoi qu'il arrive dans un circuit linéaire, l'équation différentielle qui décrit une grandeur quelconque, d'accord. Alors bien sûr, vous êtes d'accord que ça change en fonction des grandeurs, ce second membre, mais dans l'équation différentielle qui décrit le comportement d'une grandeur, eh bien, le second membre est toujours en fait une fonction uniquement du générateur, soit par des multiplications par des réels, soit par des dérivations, et en général un peu un mix des deux. D'accord. C'est ça le premier constat. Donc, ça c'est un constat. Dans un circuit linéaire, d'ordre n, toute grandeur x est décrite par une équation différentielle. Donc, je vais répéter, mais elle est linéaire, bien sûr, d'ordre n, dont le second membre ne dépend que du générateur via, alors, trois choses. Donc, une multiplication, une dérivation ou une somme. Enfin, plutôt des multiplications, des dérivations et des sommes. D'accord. Ces trois trucs-là. Donc bien sûr, comme vous avez travaillé avec des générateurs constants, bah souvent la dérivation, vous ne le voyez pas. Ça vous donne un zéro, et puis en fait, vous en foutez, tout d'un coup, le second membre disparaît. Mais si vous avez manipulé assez de circuits, vous savez qu'à un moment donné, vous dérivez, le E disparaît parce que c'est une constante. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dérivation dans le temps. On est d'accord là-dessus? Alors, l'idée est la chose suivante, c'est que maintenant, on va transposer ce constat au cas où, en fait, votre générateur n'est pas un générateur continu, n'est pas un générateur de tension constante, mais est un générateur de tension sinusoïdale. D'accord. Alors, ça c'est intéressant, et vous allez voir pourquoi le caractère sinusoïdal du truc va à la fois rendre les choses plus compliquées, mais en même temps un certain nombre de propriétés qui vont être sympas. Si vous prenez une fonction sinusoïdale, d'accord, et que vous la multipliez par une constante, est-ce que c'est toujours une fonction sinusoïdale? On est d'accord? Pas de problème. À la même pulsation, on est d'accord? On ne change pas. Est-ce que si vous prenez une fonction sinusoïdale et que vous la dérivez, est-ce que vous tombez encore sur une fonction sinusoïdale?
Oui, parce qu'en fait, je vous rappelle qu'un sinus oméga t, en fait, c'est cosinus oméga t plus une phase. Mais c'est une fonction sinusoïdale, juste vous avez changé la phase et vous avez conservé la même pulsation. Est-ce que si vous faites une combinaison linéaire de ce genre de truc, vous retombez sur une fonction sinusoïdale? Ça, en fait, c'est le sous-jacent. Je vous rappelle que a cos oméga t plus b sin oméga t peut toujours s'écrire comme a cos machin truc. Ce qui fait que vous pouvez toujours tout développer, avoir un bloc en cos oméga t, un bloc en sinus oméga t, et ensuite tout recompacter pour avoir un a cos oméga t plus phi. Donc, grosso modo, ce qui est hyper intéressant avec ces trois opérations-là, en fait, qui sont des opérations linéaires, c'est qu'en fait, toute combinaison linéaire de fonctions sinusoïdales, ou toute dérivation de fonctions sinusoïdales, va donner une fonction sinusoïdale. Autrement dit, si votre générateur est sinusoïdal, alors vous savez qu'à l'arrivée, le second membre de votre équation différentielle sera une fonction sinusoïdale, qui sera peut-être compliquée, ça ne sera peut-être pas la même amplitude, ce ne sera peut-être pas la même phase, mais vous êtes sûr d'avoir une fonction sinusoïdale de l'autre côté. Oui. C'est comme l'exercice 20, vitesse et étoile de secondaire. Oui, bah c'est le début, effectivement. Enfin, plutôt, c'est la fin de ce chapitre. C'est l'ultime fin de ce truc-là qui est plus au point depuis 15 ans. Parce qu'on va voir là, la marche à la résonance d'un oscillateur harmonique. C'est ça dont on parle, en fait. Mais bon, je vous ferai le corriger. On est d'accord sur ce truc-là? D'accord? Donc, la conséquence, et je ne la mets pas en rouge parce que c'est juste pour que vous compreniez pourquoi on arrive à faire ça, c'est que si on utilise un générateur sinusoïdal, E de t tel que, alors je vais quand même l'écrire, donc si c'est un générateur sinusoïdal, ça veut dire en fait que votre force électromotrice, c'est tout simplement en fait, alors ça a toujours la même notation, EM cosinus de oméga t plus phi indice E, où EM, je vous rappelle, est l'amplitude de la force électromotrice de votre générateur, phi E sa phase à l'origine, et oméga sa pulsation. Alors, toute grandeur x sera régie par une équation différentielle qui va s'écrire somme de k égale 0 à n des ak dx dkx sur dtk. Vous reconnaissez cette forme-là? C'est ça que j'avais utilisé avant? Ouais. Donc ça, c'est la partie équation différentielle linéaire, tout ce qui est plus ça va, d'accord? Égale en fait, eh bien, un gros machin qui va être une fonction sinusoïdale. Et cette fonction sinusoïdale, je vais l'appeler Sm, cosinus, pas S, non pas S, grand A, allez, cosinus de oméga t plus phi comme ça. D'accord? Voilà. Celle-là n'a, alors je vais dire qu'elle n'a rien à voir. Grand A n'est pas forcément égal à grand EM, grand phi n'est pas forcément égal à phi E, d'accord? Puisque ça peut être une combinaison linéaire de dérivation de fonctions sinusoïdales. Par contre, le truc qui est important, c'est que le oméga, c'est le même. Tout simplement parce que quand vous dérivez une fonction sinusoïdale, vous avez une fonction sinusoïdale avec le même oméga. Quand vous multipliez, vous avez le même oméga, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est le même que le générateur. Voilà. On est au clair là-dessus? Ça, c'est le contexte général. Donc, le but du jeu et le but de l'intégralité de ces premières parties de chapitre, ça va être de dire comment est-ce qu'on fait pour résoudre une saloperie comme ça. D'accord? Voilà. Donc là, on va rebasculer à nouveau dans des maths, mais vous vous souvenez que, alors, mais ça va être relativement, alors ça va être horrible, et on va trouver une façon pour que ce soit pas horrible, parce que sinon c'est vraiment affreux. D'accord? Donc, je vous rassure, je ne fais plus, ça fait 10 ans que j'ai arrêté, la version horrible du problème pour vous montrer à quel point c'est horrible et à quel point le reste c'est bien. D'accord? On va faire que le truc bien pour l'instant. Okay. Alors, le principe de résoudre cette équation différentielle-là, c'est toujours le même. Vous trouvez une solution, enfin l'ensemble des solutions de l'équation différentielle à second membre nul associé. D'accord? Et puis vous trouvez une solution particulière, et vous ajoutez les deux pour avoir la solution complète. Vous vous souvenez de ce principe, on l'a fait avec des second membres constants. Voilà. Donc, on cherche à trouver x, enfin x de t plus exactement, c'est son expression, c'est-à-dire
à résoudre cette équation différentielle. Vous avez commencé les écodifs avec M. Lévy ou pas encore? Ça c'est pas fini. Vous avez fait quoi ce matin? Dérivation. Ouais, bon, d'accord. Donc ça c'est la version pâte blanche du problème, quoi. Voilà. Après la dérivée, c'est mignon. Puis, ok. Donc on a toujours que x de t, ça va être égal à une fonction que je vais appeler, je sais pas moi, qui de t, plus une fonction que je vais appeler grand X de t. D'accord? Avec, donc là c'est la même structure que d'habitude. Hein. Qui de t, c'est la solution, c'est l'ensemble des solutions de l'équation différentielle à segment Brunel associé, d'accord? Voilà. Donc ça c'est les solutions. Je l'avais appelé comment cette équation différentielle? Je l'avais appelé E0. Je l'avais appelé E0. Voilà, donc si ça j'appelle ça l'équation E, ça c'est les solutions de E0. D'accord? Vous vous souvenez, hein, c'est le truc là. Et ce truc là, c'est une solution particulière. D'accord? Ça, c'est les théorèmes généraux qui marchent bien. Ça vient du fait que quand vous prenez ça et que vous le mettez là-dedans, tous les qui, toute la contribution de qui va donner 0. Puisque forcément, c'est la solution de E0 ou de second membre est nul. Et puis ensuite, il faut rajouter un bout. Alors, là, les ennuis commencent. Vous savez que ça, déjà, c'est chiant. Il y a beaucoup de choses, d'accord? Il faut déterminer A, il faut déterminer B. Et si vous avez fait tous les exercices que vous avez demandé de faire pendant les vacances, vous avez dû trouver ça très pénible. Certes, très répétitif, mais très pénible. Vous êtes d'accord? Voilà. Les Zagileva, c'est fini samedi. Samedi à 11h, pas samedi à 8h. Voilà. Et surtout, comment on fait pour trouver la solution particulière? Comment vous faisiez pour trouver la solution particulière? Vous la cherchez sous la forme d'une constante, vous mettiez ça dans l'équation différentielle, il y avait tout qui dégageait sauf le terme d'ordre 0, et puis vous aviez une équation du premier degré à résoudre du type ma solution, ça ou ça, voilà. On est d'accord? Ça c'était facile si vous avez compris le process. Mais là, on peut faire pareil? Ben non, il va falloir chercher ça sous une forme qui ne sera pas une constante, tout simplement, parce que si vous cherchez une solution particulière sous la forme d'une constante, vous avez une constante égale une fonction sinusoïdale, bon ben ça ne marche pas. Donc il va falloir chercher une solution sous une forme, a priori, sinusoïdale, parce qu'on sait qu'une combinaison linéaire de fonctions sinusoïdales donne bien un truc correct. Sauf que, si vous remplacez x là-dedans par une fonction sinusoïdale, il n'y a pas tout qui dégage en fait, parce que la dérivée d'une fonction sinusoïdale, c'est pas 0. Donc vous vous retrouvez avec un truc horrible, avec une gigantesque combinaison linéaire de fonctions sinusoïdales, vous la touillez dans tous les sens pour mettre ça en cosinus, en sinus, vous égalez de l'autre côté, vous avez un système à résoudre, c'est immonde, vous en avez plein les doigts, d'accord? Et c'est extrêmement long, d'accord? Donc, dit comme ça, le problème s'annonce affreux. Et là, vous allez voir qu'on va faire 2-3 tours de magie qui vont faire en sorte qu'on va se simplifier la vie considérablement. D'accord? Alors, premier tour de magie, qu'est-ce qu'on peut dire de qui quand t tend vers plus l'infini? Ouais. Ça tend vers 0. C'est la stabilité des circuits qui vous raconte ça. Donc, en fait, qui de t tend toujours vers 0 quand t tend vers plus l'infini? D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire, d'accord? Ce truc-là, à un moment donné, finit par disparaître et votre circuit finit par se comporter comme le générateur. On en a abondamment parlé avant les vacances, vous voyez peut-être pas pourquoi j'insistais autant sur le sujet. Ça arrive maintenant, d'accord? Donc, on est parti, on va donc se simplifier un peu la vie. On avance, or, qui de t tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Donc, au-delà du régime transitoire, alors, petite remarque, ça peut durer assez longtemps en mécanique, mais en électrocinétique, vous avez fait les calculs d'ordre de grandeur, vous voyez qu'en général, ça dure quelques microsecondes, millisecondes au maximum, et grosso modo, à l'échelle humaine, le régime transitoire, c'est un truc qui n'existe pas. D'accord? Donc, au-delà du régime transitoire, on peut assimiler x à grand X. On est d'accord avec ça? Alors, faites attention, vous n'avez pas le droit d'écrire que x est à peu près égal à grand X, on a déjà discuté sur ce truc-là, c'est juste vous faites un nouveau modèle. D'accord? Voilà. Et ce que vous allez apprendre en maths, c'est que grand X, a priori, est une fonction sinusoïdale à la pulsation oméga. Ça se comprend parce que vous voyez que si vous prenez une fonction sinusoïdale et que vous la foutez là-dedans, vous allez avoir une combinaison linéaire de fonctions sinusoïdales, vous allez pouvoir recompacter, et vous allez pouvoir espérer
trouver A et trouver enfin, des choses qui correspondent à A et des choses qui correspondent à grand phi. Donc l'idée est la chose suivante, et ça c'est votre premier théorème qui est extrêmement important. Ça signifie donc qu'après le régime transitoire, toutes les grandeurs du circuit vont avoir un comportement sinusoïdal à la même pulsation que le générateur. Et ça porte un nom, ça s'appelle le régime sinusoïdal forcé. Pourquoi? Parce que le générateur force toutes les grandeurs à avoir un comportement sinusoïdal. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est notre premier théorème. On est parti. Donc on est parti. Après le régime transitoire, toutes les grandeurs du circuit ont un comportement sinusoïdal à oméga. D'accord? Donc, si on fait un peu de définition, le générateur impose donc son régime. On parle de régime forcé ou de régime sinusoïdal forcé. Le générateur impose son comportement on parle de régime sinusoïdal forcé. Alors, il y a un truc important avant de continuer, c'est les conditions pour que ça marche, quand même. Ceci est vrai si les trois conditions suivantes sont respectées. Et en général, dans votre cas, elles le seront. Déjà, est-ce que vous connaissez des solutions d'équations différentielles, par exemple d'ordre 2, qui ne tendent pas vers 0 quand étant vers plus l'infini? Si. L'oscillateur harmonique. D'accord? Et comment on fabrique en électrocinétique un oscillateur harmonique? L'avant-dernière question de cours sur votre planche. C'est quoi comme type de circuit? C'est un circuit LC. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le circuit LC? De résistance, d'accord? Donc si vous n'avez pas de résistance, vous n'allez pas avoir quelque chose qui va tendre vers 0 parce que vous n'avez rien pour dissiper l'énergie. L'énergie va simplement faire des allers-retours entre deux compteurs. Donc ça c'est la première condition. Donc, il faut une résistance. En fait, il faut, alors si vous voulez transposer à la mécanique, il faut une source de dissipation. D'accord? Deuxième chose, pour que quand je mette ma fonction sinusoïdale dans mon équation différentielle, j'obtienne également une fonction sinusoïdale, il faut que mon équation différentielle soit linéaire. Pour que mon équodif soit linéaire, il faut que mon circuit soit linéaire. D'accord? Il faut un circuit linéaire. Et la troisième condition qui est évidente mais qu'il faut rappeler, il faut que le générateur soit sinusoïdal. Sinon, bien sûr, ça ne marche plus. D'accord? Posez-moi les questions à moi si jamais vous en avez. C'est bon. Donc, si vous avez un circuit linéaire avec au moins une source de dissipation et un générateur sinusoïdal, alors vous savez que toute grandeur va se comporter comme une fonction sinusoïdale. Toutes les intensités, toutes les tensions vont être des fonctions sinusoïdales. D'accord? Ça, c'est parce qu'en fait, on a négligé, en tout cas, on a oublié l'aspect régime transitoire. On a gagné un truc en plus. Est-ce que les conditions initiales se voient, donc? Elles sont où, les conditions initiales, dans la solution? Je l'ai effacé, mais elles sont dans qui ou elles sont dans X? Elles sont dans qui? Elles sont dans la partie solution de l'équation différentielle à second membre nul. On est d'accord? Comme celle-là, on la vire, bah vous voyez qu'en plus,
les solutions qu'on cherche sont indépendantes des conditions initiales. Ça, on en a déjà parlé. Dès qu'on oublie le régime transitoire, en fait, on oublie également les conditions initiales. D'accord? Donc, on va résumer ça un peu comme ça. Donc, on est parti. Je fais une petite remarque avant de continuer. Remarque. Les grandeurs sont alors indépendantes des conditions initiales. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on avait un truc avec deux bouts, dont un bout qui procédait des conditions initiales. Maintenant, on n'a plus qu'un seul bout et on n'a plus les conditions initiales. Donc déjà, on vient quand même de passer à peu près 2/3 de la difficulté du problème à la poubelle. D'accord? Voilà. Bien. Mais c'est pas fini, parce que la solution particulière, si vous avez suivi la conversion qu'on a eue il y a moins d'un quart d'heure, vous voyez que ça va pas être facile à trouver. Injecter du cosinus et du sinus là-dedans, touiller dans tous les sens, ça va être relativement pénible. Donc déjà, on va essayer de se focaliser sur qu'est-ce qui nous intéresse vraiment. D'accord? Donc on y va. Si on est en régime sinusoïdal forcé, alors on peut écrire, si vous avez compris, ça signifie que x de t va s'écrire sous quelle forme, vu que c'est une fonction sinusoïdale, ouais. Alors, on ne va pas l'appeler A, on va prendre la notation standard. L'amplitude, ça se note comment pour le monde? Ouais, c'est x indice m, d'accord? Cosinus de oméga t plus phi. Et je vais l'appeler phi indice x pour dire que c'est la phase de x. On est d'accord là-dessus? Ok, maintenant vous allez regarder ça droit dans les yeux. Cette expression, elle est compliquée, elle est un peu longue, mais quels sont les vrais inconnus dans cette histoire? Quelles sont les choses qu'on ne connaît pas? Ouais. Dans ce truc-là, là. XM et phi x, d'accord? Oméga, on connaît. C'est donné par générateur. T, c'est le temps. Cosinus, c'est une fonction qu'on connaît, d'accord? Et donc, ça, c'est hyper important à comprendre. En fait, ce qui nous intéresse... Et ça, je ne sais pas si vous imaginez la bascule. On n'est pas en train de trouver... On n'est pas en train de chercher quelle est la fonction qui va bien. On est en train de trouver quels sont les deux paramètres de la fonction dont on sait qu'elle va bien. Donc, au lieu de chercher une fonction, on cherche donc plus que deux réels, qui sont xm et phi x. On est d'accord? Donc ça, c'est le deuxième truc extrêmement important. Dans cette histoire, dans cette expression, seuls grand xm et phi x sont inconnus. D'accord? Donc, trouver x, c'est tout simplement déterminer les expressions de xm et de phi x. Trouver x, c'est équivalent à déterminer grand xm et phi x. Et là, vous voyez que c'est pas du tout la même... Je n'ai pas dit que c'était forcément plus simple, mais c'est pas du tout la même perspective que de trouver deux nombres, grosso modo, et de trouver une fonction quand même. Okay? Ça, c'est la première chose. On n'est toujours pas rendu, d'accord, mais bon, on a déjà vachement avancé. D'accord? Voilà. Alors maintenant arrive le vrai tour de passe-passe. Donc on est parti. Donc, petit rappel, x est régi par quelque chose de ce type-là. Donc celle-là, je vais l'appeler E. Hein. Et donc je vous rappelle que c'est la somme de k égale 0 à n des dérivés km de x par rapport au temps avec un ak devant, qui est égal, j'ai mis quoi? C'était a cosinus de oméga t plus un phi bizarre, c'est ça? C'est ça que j'ai mis comme... Voilà. Donc. Bon. Pour trouver petit x, il suffit de prendre cette expression-là. Alors il suffit... il y a des guillemets, mais beaucoup de guillemets qui s'ouvrent après, d'accord? Il suffit de prendre ça, de le balancer là-dedans, de dériver ça plein de fois, de développer ça en cos oméga t, sinus oméga t, et d'égaler les coefficients qu'il y a devant, par unicité d'écriture en cos oméga t, sin oméga t. On sent que ça va être chiant quand même. On est d'accord que ça va être pénible, cette histoire? Voilà. Voilà. Et donc, x est régi par, et je vous rappelle que
la fonction qui a t associe xm cosinus de oméga t plus phi x est solution de E. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc, il faut trouver xm et phi tel que ça marche. Pourquoi c'est aussi chiant si vous essayez d'imaginer, je ne vais pas faire le calcul, mais essayez d'imaginer pourquoi c'est aussi chiant. Quand je vais prendre mon cos oméga t, que je le dérive, je tombe sur quoi? Sur un sinus qui n'a même pas la même amplitude. Il a la même pulsation, mais il n'a pas la même amplitude. D'accord? Parce qu'il y a un oméga qui sort. Et puis quand je redérive, je retombe sur un cos. D'accord? Puis avec les AK, donc il va falloir tout que je trie un peu dans tous les sens. Il va falloir que je développe avec les fils, là. D'accord? Que je touille dans tous les sens. Vous voyez que c'est pénible, ça. Et un des aspects du fait que c'est extrêmement pénible, c'est la dérivation. Si on n'avait que des cosinus, à la limite, vous voyez, si les cosinus se reproduisaient comme ça, on aurait l'amplitude fois cosinus, qui égale à l'autre amplitude. Bon, on sent qu'on pourrait plus s'arranger. D'accord? Et donc, en fait, ça pourrait être sympa d'utiliser une fonction qui, elle, ne souffre pas des mêmes problèmes de dérivation, et qui peut-être a un rapport avec cosinus. Du genre l'exponentielle. Alors, je vais vous montrer le tour de passe-passe. L'idée est la chose suivante, c'est un théorème ultra marrant. Alors, on est parti. Si on écrit l'équation différentielle, et cette équation différentielle, je vais l'appeler E étoile, d'accord? E bar, tiens, je vais l'appeler E bar, on va commencer à faire la chose. E bar, d'accord? Comme E souligné, ok? Donc je mets un bar en dessous, qui va être la même chose, somme de k égale 0 à n des AK d2 sur dt2. Alors comme je change d'équation différentielle, je vais changer de nom pour ma variable. Et là, je commence à vous parler de comment on va noter ça. Ma variable, je vais l'appeler x bar. Donc x avec une petite barre en dessous. Ok? Et ici, je vais faire un truc. Au lieu de mettre a cos oméga t plus phi, je vais prendre en fait le complexe dont la partie réelle vaut ça. Oui. Oui, je sais pas pourquoi j'ai mis des deux là. Parce qu'on va vite s'arrêter à 2, mais voilà. D'accord. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ce truc-là. A exponentielle de j facteur de oméga t plus phi. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai inventé, j'ai sorti du chapeau. D'accord, pour l'instant, pas pour l'instant, c'est juste je sors cette équation du chapeau. Vous voyez qu'il y a un rapport entre les deux, c'est les mêmes AK, c'est les mêmes dérivations, la même somme. Donc du côté gauche de l'équation différentielle, c'est la même bestiole, j'ai juste changé le nom de la fonction, c'est pas très très grave. Et dans le côté second membre, au lieu de prendre le côté cosinus, j'ai juste remplacé cosinus par exponentielle j en fait. D'accord? Pourquoi je fais ça? Alors pourquoi je fais ça? Disons, pourquoi il y a un lien entre ces deux trucs-là? Parce qu'en fait, la partie réelle de ça, est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça? D'accord? Donc, avec partie réelle de a exponentielle j oméga t plus phi, qui est égale simplement à a cosinus de oméga t plus phi. Et alors maintenant, on va voir si vous avez compris la partie réelle à fond. Vous imaginez un complexe, vous le voyez, en format A plus IB, d'accord? Vous appelez ça le format algébrique si je ne me trompe pas en maths, d'accord? Si je fais la partie réelle de la dérivée, ça me donne quoi? Vous voyez que si j'ai A de t plus IB de t, que je prends la partie réelle de ça, ouais. Si je dérive tout ça, ça me donnera la dérivée de A plus I fois la dérivée de B, on est d'accord? Donc la partie réelle de ça, c'est la dérivée de A. Donc ça vous donne un théorème que vous n'avez peut-être pas vu en maths, mais qui est évident puisque la dérivation est linéaire. C'est que la partie réelle de la dérivée, c'est la dérivée de la partie réelle. D'accord? Premier théorème. Deuxième théorème, si vous prenez un complexe, que vous le multipliez par lambda, qui est un réel. D'accord? Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on veut dire de la partie réelle de lambda z? C'est lambda fois la partie réelle de z. Ça, je pense que c'est un truc que vous avez vu en maths pour le coup. Il faut bien sûr que lambda soit réel, mais ça tombe bien parce que tous mes AK sont des réels. Donc, autrement dit, la partie réelle de tout ça, ou plus exactement, pardon, ça non, c'est un réel, donc je m'en fous. La partie réelle de tout ça, c'est en fait tout ça appliqué à la partie réelle de x bar. On est d'accord là-dessus? Et si deux complexes sont égaux, qu'est-ce qu'on peut dire de leur partie réelle? Elles sont égales, d'accord? Donc voilà le tour de passe-passe. Si x bar est solution de ça,
alors sa partie réelle est solution de ça. D'accord? Tout simplement parce que si vous dites x bar, ça marche, si vous prenez la partie réelle de tout ça, vous tombez littéralement sur ça en ayant remplacé x par la partie réelle de x bar. D'accord? Donc ça, c'est le théorème de fond, le théorème de maths de fond. Donc, voilà alors. Faites attention, ça ne marche pas dans l'autre sens, parce que vous voyez que la partie imaginaire, elle flotte dans le vide dans cette histoire. D'accord? J'ai aucune contrainte sur la partie imaginaire dans cette histoire. Alors bien sûr, si x bar est solution de ça, sa partie imaginaire est aussi solution de la même chose, mais il y aura un sinus ici. D'accord? Équation dont on se fout par ailleurs. Okay. Donc, théorème de base, que j'écris en blanc parce que c'est pas un truc qu'on utilisera tout le temps, c'est juste pour que vous compreniez pourquoi on fait ça. Si x bar est solution de E, est solution de E étoile, de E bar, là-bas, alors la partie réelle de x bar est solution de E. Autrement dit, trouver x, ça revient à trouver x bar en ayant changé l'équation différentielle. Ok? C'est ça l'idée. Trouver x revient à trouver x bar, solution de E bar. Alors là, vous allez vous dire, ouais, mais attendez, ça a l'air compliqué, on était dans un truc réel qui avait l'air sympa, et maintenant, tout d'un coup, on bascule dans un truc complexe où non seulement il y a une partie réelle, mais en plus, il y a une partie imaginaire dans cette histoire. D'accord? Sauf que c'est oublier que les exponentielles, quand vous les dérivez, se comportent très bien. Et c'est oublier que les exponentielles ont un morphisme. Autrement dit que l'exponentielle de la somme, c'est le produit des exponentielles. Que les exponentielles ne s'annulent jamais, que tout ceci se factorise sans aucune forme de problème. On dit que les exponentielles, on les aime d'amour. D'accord? Voilà. Ok? Donc on est parti. Alors, première définition, et c'est ça qui va être intéressant. Et ça, c'est le truc le plus important. Enfin, il y en a deux. Si x est égal à xm cosinus de oméga t plus phi, indice x, d'accord, alors on appelle représentation complexe de x la grandeur x bar, cette grandeur dépend de t, d'accord, alors je suis désolé, j'ai oublié le 2t là, j'essaie de me discipliner un peu, voilà. La grandeur x bar de t, qui vaut en fait xm exponentielle j facteur de oméga t plus phi x. Oui. À droite, vous avez marqué solution de E bar. Oui. Oui. Ah, c'était... Il n'y avait pas de suite. C'était une question. Oui, c'est ça, tout à fait. On est d'accord? Alors... Et on a que x de t, c'est égal à la partie réelle de x bar de t. Vous remarquez que je ne mets pas cette relation en rouge, d'accord? Tout simplement parce que même si c'est le fondement de tout ce qu'on va faire après, celle-là, on l'utilisera jamais. Parce qu'on va faire encore mieux que ça. On est d'accord là-dessus? Donc, en gros, hein, x de t, c'est simplement, vous faites un espèce de copier-coller comme ça, d'accord? Vous copiez-collez l'amplitude, vous la mettez là, d'accord? Alors, c'est un genre de module, d'accord? Et vous copiez-collez l'argument du cosinus et vous le mettez comme argument de exponentielle j oméga t plus x. On est d'accord là-dessus? Voilà. Ah, c'est pas mal. Alors maintenant, on va se réintéresser à E bar et on va dire, bah, est-ce que je peux trouver facilement x bar en fait? Comment je vais faire ça? Bah, de la même façon que je fais d'habitude, je prends l'expression de x bar, je l'injecte là-dedans et je vois ce qui se passe. D'accord? Avant de faire ça, on va essayer de se poser des bonnes questions. D'accord? Pour voir comment la dérivation va se passer dans cette histoire. Or, qu'est-ce que je peux dire de d de x bar sur dt? Ça vaut quoi ça? Ouais. Je dérive par rapport à quoi? Je dérive par rapport à j? Je dérive pas par rapport à j, hein, d'accord? Alors j n'est pas une variable, on est d'accord, ça bouge pas.
Donc si j'arrive par rapport à t, qu'est-ce qui sort? Oméga ou j oméga? Bah c'est j oméga. C'est bien ce que je pensais. D'accord, vous voyez que ce qui est facteur de t, c'est j oméga. D'accord, donc la dérivée de x bar sur dt, c'est donc j oméga, facteur de a exponentielle de j oméga t plus phi. On est d'accord avec ça? Oui. Quel phi? C'est phi x et c'est phi x. Et là c'est phi x. Ah, mais parce que ça, c'est l'argument du second membre. Il n'a rien à voir avec ça. Par contre, dans mon équation E de départ, c'était cosinus oméga t plus grand phi. D'ailleurs, c'est un A ici, c'est pas un x bar. D'accord? Donc, il faut bien comprendre, on a deux grandeurs. Deux grandeurs sinusoïdales, d'accord? L'une qui est le second membre, qui a pour amplitude A et pour phase ce phi bizarre, grand phi. Et ensuite, x qui a son amplitude xm et sa phase phi indice x. Ces deux-là ne sont pas égales, a priori. Ils n'ont aucune raison d'avoir la même phase ni la même amplitude. Mais je comprends pas comment on est passé de l'équation du haut à l'équation du bas. Là, j'ai juste copié-collé. Phi x, c'est le même. On est d'accord que c'est le même ou je sais pas? Oui, mais du coup. Le grand phi, il est nulle part là pour l'instant. Ah oui, c'est bon. Le grand phi, il est nulle part. D'accord? T'inquiète pas, il va repopper quand je vais attaquer E bar. Oui. Je sais pas. Vous mettez XM et pas. Là, c'est XM. Là, c'est XM justement. Là, par contre, t'as raison. Excuse-moi. Là, c'est XM. Je te remercie. C'était ça, les trois mains levées. Voilà, super. C'est bon, vous voyez comment ça avance? Pour l'instant, j'avance doucement pour essayer de faire comprendre comment ça marche. Mais ça, c'est hyper cool parce que c'est quoi en fait? C'est quoi tout ça? Ouais. Ben, c'est x bar, on est d'accord. Donc ça, c'est j oméga que multiplie x bar de t. Et puis à chaque fois, j'oublie de t ici. Donc faut que je me discipline un peu. On est d'accord? Mais donc, on va continuer, on va le faire avec la dérivée seconde, puis après vous allez vite comprendre. C'est donc quoi là? Donc, c'est quoi la dérivée seconde de x bar par rapport au temps? En fait, c'est effectivement j oméga au carré, d'accord? Facteur de x bar. C'est la même chose en fait. Finalement, on est en train de redécouvrir les fonctions sinusoïdales, mais un peu différemment. Ça, c'est donc j oméga au carré, facteur de x bar de t. Et donc, la dérivée km, c'est quoi, tout simplement? C'est j oméga à la puissance k fois x bar au t. Et donc, la dérivée km de x... j'ai oublié les barres, pardon. Ouais, c'est bon. Par rapport au temps de t, c'est égal tout simplement à j oméga à la puissance k, facteur de x bar de t. On est d'accord là-dessus? Donc, maintenant, c'est là où je vous embarque. Vous êtes prêts et prêts à me suivre? Vous êtes dans mes valises? C'est bon? Voilà. Prenez bien votre souffle. Je fais un petit rappel pour que vous l'ayez sous les yeux. Vous n'êtes pas obligé de le recopier parce que c'est la même chose que ce que je viens d'effacer, mais si vous l'avez sous les yeux, vous pouvez le faire. D'accord? Donc, on cherche x bar, juste pour vous rappeler où on est, d'accord? Solution de E bar, et E bar, je vous rappelle, c'est la somme de k égale 0 à n de la dérivée km de x bar avec un ak devant sur dtk, et on avait un second membre sinusoïdal quelconque, comme ça, d'accord? Donc je vous rappelle où on en est. On cherche x bar, solution de ça. On commence à rembobiner l'autre sens, là c'est que le début, là on fait AB aujourd'hui, ABC. On ira à Z dans les prochaines semaines. Il faut rembobiner. Je vous rappelle que on cherche la solution d'une équation différentielle linéaire à second membre sinusoïdal. On dit que x est forcément sinusoïdal. On vire le régime transitoire, d'accord? Ensuite, on dit que trouver finalement x, c'est chercher grand xm et phi indice x. Je t'ai vu, d'accord? C'est trouver grand xm et phi indice x. Et on invente une autre grandeur x bar, qui est solution d'une équation différentielle transposée, d'accord? Qui a les mêmes caractéristiques, en tout cas qui contient les mêmes caractéristiques que celles qu'on cherche, xm et phi x. Je t'écoute, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, c'est exponentiel, t'as raison. C'est exponentiel de j, oméga t plus phi. Si je m'embrouille moi-même, ça va pas le faire. C'était ça les questions? C'est juste pour voir si vous suivez. D'accord, voilà. Souvenez-vous de ça? On est d'accord là-dessus? C'est bon? Donc on en est là. Donc, il faut
faut bien que vous soyez conscient que si jamais j'arrive à trouver ça, alors j'aurai grand XM, alors j'aurai phi x, et donc je pourrai revenir intégralement en arrière. On est d'accord là-dessus? Voilà, et j'aurai fini. Oui? C'est A. Là, c'est A. C'est mon second membre. C'est la discussion qu'on a eu tout à l'heure. Ça, c'est juste mon second membre de truc sinusoïdal, le high pop, n'importe comment. D'accord? Et pareil, c'est pas phi x ici, c'est grand phi. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est le même oméga. D'accord? On est d'accord là-dessus? Là, vous voyez qu'on a encore une équation différentielle. Ok? Et là, vous allez voir la magie. Vous n'aimez pas encore les exponentielles? Je vous jure. Là, vous allez découvrir. Je vais donc prendre ça. Et je vais prendre ça. Et je vais leur faire bisous. Donc, si x bar est solution, et que x bar s'écrit x bar de t, s'écrit xm exponentielle de j oméga t plus phi x, d'accord? Alors, eh bien, j'ai plus qu'à remplacer. Si ça marche, ça veut dire que bah, si je remplace xm là-dedans, ça va être bon. Alors, donc, j'ai la somme de k égale 0 à n. J'ai toujours mon ak qui se promène sans problème. Et la dérivée km de x bar, c'est tout simplement j oméga à la puissance k qui multiplie x bar. D'accord? De t est égal à grand A exponentielle de j oméga t plus grand phi. On est au clair là-dessus? Mais x bar, là, ça dépend pas de quoi? De k. Donc je peux en fait littéralement factoriser x bar. Et vous voyez que x bar égale ça divisé par ça. C'est fini. C'est plus une équadif, c'est une équation du premier ordre en x bar. Vous êtes d'accord? Que c'est x bar égale ça divisé par ça. Et puis c'est fini, mais on peut faire mieux, encore mieux. D'accord? Or, x bar est indépendant de k. Et donc, je vais pouvoir écrire la chose suivante. Je vais donc pouvoir avoir la somme de k égale 0 à n de ak j oméga à la puissance k, le tout, facteur 2. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais développer l'expression de xk. D'accord? Donc, je vais dire que c'est xm exponentielle j de oméga t plus phi x. On est d'accord? Et ça va être égal à grand A exponentielle de j oméga t plus grand phi. On est là-dessus? C'est bon? J'ai juste repris l'expression de x bar. Petite remarque pour les plus réveillés d'entre vous. Voir si vous avez bien appris votre cours, mais là vraiment à fond. Ouais. Arrête de spoiler la suite s'il te plaît, hein, d'accord? Voilà. Mais oui, à fond, oui. Ça, c'est quoi? Déjà, c'est quoi la nature de cet objet? Alors, une suite géométrique, c'est peut-être un peu une somme, oui. Alors, on va trouver le moyen terme entre le truc compliqué, suite géométrique, et le fait que ce soit une somme. C'est un non, mais c'est quoi comme objet mathématique, ça? Un truc avec des puissances, tout ça, là. C'est un polynôme. On est d'accord que c'est un polynôme, ça? C'est un polynôme de degré n. C'est lequel? Si je remplace j oméga par r, c'est qui, ça? C'est le polynôme caractéristique, d'accord? Ça, c'est P appliqué à j oméga. P, c'est le polynôme caractéristique de votre équation différentielle qui, je vous rappelle, est le même depuis le début. E ou E bar ont le même polynôme caractéristique vu que ça dépend que des EK et de l'ordre de dérivation. Donc ça, c'est le polynôme caractéristique. Ça, c'est juste histoire de retrouver des choses. On est d'accord? Bon, Samy, c'est ton heure de gloire. Vas-y, maintenant. Exponentielle, on a une somme qui peut Effectivement. la mettre en produit. Ouais. Bah, on va diviser par exponentielle de j oméga t. Exponentielle j oméga t a le bon goût de jamais s'annuler. On est d'accord? Et donc, en gros, si ce truc-là est vrai, vous voyez, vous pouvez simplifier de chaque côté par exponentielle j oméga t. D'accord? Et donc, vous pouvez vous retrouver. Alors, attendez, juste, on va ce qui s'écrit que grosso modo, alors je vais même le mettre en mode compact.
P de j oméga, facteur de xm exponentielle j phi x, est égal à A exponentielle j phi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est passé d'une équation différentielle d'une grandeur réelle à un truc qui dépend même plus du temps. On est d'accord? Qu'est-ce qu'on cherche? On ne se perd pas là. Quelles sont les choses qu'on cherche en fait? Ouais. On est d'accord que ce qu'on cherche c'est xm i-phi, d'accord? Ça et ça. Ça c'est notre objectif, d'accord? On est au clair là-dessus? Voilà. Et donc en gros, soit xm, exponentielle de j phi x, qui va être égal à un truc pas beau, a exponentielle j phi, sur p de j oméga. On est d'accord? Oui. Non, pardon, c'était pas une main. Alors, on va inventer un nouveau concept, c'est celui-là. Parce que vous voyez que c'est celui-là qui va être important. Vous êtes d'accord que c'est ça notre vrai inconnu. Mais d'ailleurs, en fait, elle est plus inconnue, on a trouvé une expression. Littéralement. D'accord? Notre vrai inconnu, c'est ça, et ce truc-là, ça porte un nom, ça s'appelle l'amplitude complexe associée à x. Donc on avait la représentation complexe qui dépendait du temps. Là, on a l'amplitude complexe qui ne dépend plus du temps. D'accord? Donc, on appelle amplitude complexe associée à x la grandeur. Alors, cette grandeur, elle se note comme une amplitude, c'est-à-dire xm. Mais comme elle est complexe, vous avez commencé à comprendre, on y met une petite barre en dessous. D'accord? Et ça, c'est tout simplement xm exponentielle de j phi x. Ça, c'est l'amplitude complexe associée à x. Alors, et on va avoir les relations extrêmement importantes suivantes avec... Alors, on est parti. La première relation, déjà, c'est la relation entre l'amplitude complexe et la représentation complexe. D'accord? Donc, x bar de t, c'est égal à quoi en fonction de xm bar tout court? Parce qu'en fait, c'est la simplification qu'on a faite. Donc, en gros, x bar de t, c'est tout simplement xm bar que multiplie exponentielle j oméga t. On est d'accord? C'est la même chose, sauf que j'ai séparé mon exponentielle en deux. C'est clair? Ça, c'est la première relation. Deuxième truc important, xm est indépendante. Xm bar, pardon, est indépendante de t. Vous êtes d'accord que xm bar est indépendant du temps? Et en fait, ça c'est normal qu'on enlève la dépendance temporelle, parce qu'en fait, la dépendance temporelle, on la connaît depuis le début. On sait que c'est une fonction sinusoïdale. C'est pas une inconnue, ça. C'est pas qu'on s'en fout, c'est que ça on sait. C'est pas un truc qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est l'amplitude et la phase qui sont toutes les deux concentrées dans xm bar. D'accord? Alors, on construit xm bar à partir de x de t selon le mécanisme suivant. Ça, c'est hyper important que vous sachiez faire ça. D'accord? Mais vous allez voir que c'est que du copier-coller. Si j'écris x de t égale xm cosinus de oméga t plus phi indice x, alors comment je fais pour construire xm bar? Qu'est-ce que je récupère comme bout? En fait, qu'est-ce que je copie-colle en fait dans l'expression de xm bar? C'est vraiment des copier-coller, hein? Bah, vous avez dit? Si, c'est du copier-coller, hein. Vous voyez comment c'est foutu. Donc je prends quoi comme ingrédient? xm, d'accord? Je prends ça là, je le fous ici. Ok, donc j'écris xm. J'écris exponentielle j. D'accord? Et je prends ce truc là. Et je le fous là. D'accord? Voilà.
c'est vraiment du copier-coller. D'accord? Cette opération porte un nom, ça s'appelle transposer en formalisme complexe. C'est une transposition, vraiment, vous faites un copier-coller des trucs. Prenez l'amplitude, prouch, prenez la phase, prouch, et c'est terminé. D'accord? Ça s'appelle une transposition en formalisme complexe. D'accord? Je vais vous donner deux exemples extrêmement importants. Je les mets en orange, ça c'est important. Si j'ai E de cosinus oméga t, comment est-ce que ça se transpose en formalisme complexe? Si ça, j'appelle ça par exemple, non, avec un EM. Si j'appelle ça E de t, comment ça se transpose en formalisme complexe selon un truc qui s'appellerait EM bar? T'écoutes? EM, oui, mais c'est ça. EM, pourquoi? Parce que c'est EM exponentielle de J facteur de 0. D'accord? Donc ça fait EM. On est d'accord? Si j'ai EM cosinus de oméga t, d'accord? Ça se transpose comment? Alors, vous faites un copier-coller. Vous prenez l'amplitude. Exponentielle J la phase. Et vous savez que sinus, c'est cosinus de x moins pi sur 2. D'accord? C'est la définition. Donc là, vous allez avoir exponentielle de moins J pi sur 2. Et ça vaut quoi, ça? Ça vaut quoi exponentielle de moins J pi sur 2? Moins J. D'accord. Comment vous l'avez, votre cercle trigo, là? Schlag. Moins pi sur 2. Sproch. D'accord, ça fait moins J. Ok. Vous voyez comment ça se transpose, ces trucs-là? Ça, c'est les exemples. Enfin, il y a une troisième propriété à partir de ce moment-là. Comment je transpose d de x sur dt? Dérivée, ça revient en fait à multiplier par j oméga. D'accord? Donc, transposer ça, c'est faire j oméga fois xm bar. C'est-à-dire que la transposée de dx sur dt, c'est tout simplement j oméga fois xm bar, où xm bar est la représentation de x. D'accord? La dérivée seconde, on va faire que celle-là, parce qu'après on s'en fout. Et j oméga carré, ça fait quoi? Ça fait moins oméga carré. Oui. Là, ouais. Parce que quand tu dérives exponentielle de j oméga t plus phi, faites attention, hein, c'est une transposition. Vous dérivez pas. Alors, ça c'est hyper important la conversion que je vais avoir maintenant. Voilà. Si vous dérivez ça, c'est 0. Hein. Ce truc-là ne dépend pas du temps. Par contre, quand vous dérivez x, vous n'avez pas 0. Donc, vous prenez x, vous le dérivez. D'accord? Alors, il y a plusieurs façons de le voir. Soit vous dites que ça correspond à dériver x bar, pas xm bar, x bar, et donc ça va multiplier par j oméga. Une autre façon de le voir, c'est que dériver une fonction sinusoïdale, ça c'est dans votre cours sur les fonctions sinusoïdales, ça revient à multiplier l'amplitude par oméga et à rajouter une phase de pi sur 2. Vous vous souvenez de celui-là? C'est probablement la dernière chose qu'on a vue dans votre cours sur les fonctions sinusoïdales. Donc, multiplier par oméga, rajouter une phase de pi sur 2, c'est-à-dire multiplier par j. On est d'accord? Donc c'est à ça que ça revient. Ces deux-là, on s'en servira beaucoup. Et maintenant, on a un dernier point à faire, parce que vous voyez que ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'on a trouvé une façon hyper simple de trouver xm bar. On est d'accord qu'on avait, là je l'ai effacé, mais on avait une expression de xm bar. Question, comment on fait pour revenir à x? Parce que, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est x quand même au début. D'accord? Voilà. Eh bien, c'est extrêmement simple. Donc, c'est le dernier point. Dernier point. On passe de xm bar à l'expression de x, enfin x de t, en fait. À x de t, j'ai appelé ça comment? Selon la méthode suivante.
Alors, vous voyez XM bar, vous l'avez ici, d'accord? Maintenant, on va voir si votre cours sur les complexes est maîtrisé. Je vous ai envoyé 2 mails dans les vacances avec exactement le même contenu pour vous dire, c'est important quand même, d'accord? XM, c'est quoi pour XM bar? Effectivement, c'est son module, d'accord? Donc, on calcule XM qui est égal au module de XM bar. On calcule phi x qui est quoi pour XM bar? Alors, vous n'avez pas à dire son argument après un mois de cours avec M. Lévy, mais un argument, d'accord? Mais comme M. Lévy est gentil avec moi, il vous a introduit la fonction argument alors qu'il ne le faisait pas avant, on est d'accord? Vous n'avez pas parlé de la fonction argument à un moment donné? Non, il a oublié. Il est méchant. Donc la fonction argument, c'est l'argument principal. L'argument principal, par contre, vous connaissez. Voilà, c'est l'argument principal. Oui. C'est juste parce qu'en général, c'est le générateur. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ouais. Oui. Parce que sinus, court sur les de trigo, sinus de x c'est cosinus de x moins pi sur 2. D'accord? Le pi sur 2 moins x, c'est comme cosinus fonction paire. Donc j'ai un moins pi sur 2 qui sort là-haut. Donc j'ai ça. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire, hein, d'accord? Ça c'est égal à EM cosinus de oméga t moins pi sur 2. Et donc faites un copier-coller de moins pi sur 2, un copier-coller de xm. D'accord? Voilà. D'accord? Mais une fois qu'on a ça et ça, est-ce qu'on a x en entier? Bah oui, je vous rappelle que c'est le truc de base. Trouver x, c'est tout simplement trouver xm et phi x. Et on reconstitue. Donc vous reconstituez en disant que x de t, c'est xm cosinus de oméga t plus phi de x. D'accord? En prenant le xm que vous avez calculé là, comme ça, et le phi de x que vous avez trouvé, vous le mettez là. Donc vous pouvez rendre du copier-coller, vous dites, bah xm c'est ça. Et donc, voilà le formalisme complexe. C'est comme ça que ça marche. Voilà, superbe. J'ai tout, sinus, voilà, impeccable. D'accord là-dessus? Vous voyez le principe? Alors, le truc est... On va dézoomer un tout petit peu. Donc là, j'exagère, on a fait de A jusqu'à F dans l'alphabet. D'accord? Si Z représente la fin de l'objectif ultime de cette partie. Donc, on a un circuit. Ce circuit nous donne une équadif. Cette équadif est linéaire avec un second membre sinusoïdal. D'accord? Les solutions de cette équation différentielle s'écrivent en 2 termes. Un terme qui tend vers 0, donc on va l'oublier. D'accord? Il y a un autre terme dont on sait qu'il est sinusoïdal à la même pulsation que le second membre. D'accord? Pour trouver la solution particulière associée à cette équation différentielle, au lieu de la chercher sous une forme sinusoïdale, on va la chercher sous une forme exponentielle, dont la forme sinusoïdale est la partie réelle. D'accord? On va donc ensuite réinjecter ça dans une équation différentielle un tout petit peu différente, d'accord? Où en fait, on va se débarrasser complètement du caractère équation différentielle d'abord, temps ensuite, il n'y a plus de temps, hein, terminé. Et on va juste avoir l'amplitude complexe est égale à ça, qui est en fait, grosso modo, la transposition complexe de votre second membre divisé par le polynôme caractéristique appliqué à j oméga. D'accord? Voilà. Oui. Pour que vous puissiez faire xm bar égale xm fois exponentielle j, Ouais. c'est parce que xm bar ne dépend pas du temps que vous arrivez à prendre tous les termes? En fait, c'est juste parce que la définition de xm bar, c'est là pour monter un peu, mais la définition de xm bar, c'est ça. C'est l'amplitude de x exponentielle j sa phase. Donc vraiment, c'est littéralement du copier-coller. Ceci n'est pas, ces flèches-là, c'est pas une opération mathématique, ce truc-là. C'est vraiment une extraction brutale de copier-coller. Je prends ça. Ça, c'est hyper important parce que vous compreniez. Il n'existe aucune opération mathématique qui permet de passer de ça à ça, mis à part des copier-coller. D'accord? C'est pour ça que c'est pas une transposition. C'est pas, il n'y a pas de jeu dans cette histoire. On est d'accord? Oui. J'ai pas compris pourquoi XM, enfin, oui, le module avec le module, c'est le module. Bah parce que c'est écrit là. XM c'est bien le module de XM bar là. Bah, t'as suivi le cours sur les complexes avec M. Lévy quand même. Ouais, du coup, C'est la forme complexe ça. C'est la forme exponentielle, pardon. ah, ok. Module exponentiel J argument, on est d'accord. Donc ça c'est le module, ça c'est un argument. Ah, oui,
vraiment brutalement. On est d'accord? On fait tout pour que ça marche, hein, on est d'accord dans cette histoire. Ok? Donc on en était là-bas, voilà. Et on avait, théorème qu'on n'utilisera jamais, et on avait que en fait, xm bar, c'était égal à a exponentielle j phi sur p de j oméga. D'accord? Donc je vous rappelle, hein, ce truc-là, ça vient du second membre. Et ça, c'est le polynôme caractéristique. D'accord? Voilà. Oui. Du coup, là, phi de x, je crois que c'est pas. Je pense que c'est un argument de. Ah merde, qu'est-ce que j'écris? Oh, stop, oh là là. Je suis juste que... Je suis encore en vacances, moi. Ici, non, non, vous revenez toutes et tous là, avec moi. C'est xm bar, là. Là, c'est xm bar. C'est pas x bar, sinon il y a du t dedans et c'est dégueulasse. On est d'accord? Tout le monde? J'interpelle les gens. Tout le monde me regarde. C'est bon? Caden, c'est bon? Parce que tu me regardes pas. Oui? Vous mettez un xm bar, là. Ok, pas un x bar. Vous ne faites pas de bêtises, là. C'est bon? Oui? Tout le monde a corrigé? Ah, et si vous écrivez une connerie dès le début, on est mort, là, pour le coup. Parce que la grosse difficulté, c'est que vous ne confondiez pas xm bar et x bar, justement. Chose que je viens de faire lamentablement, mais ça, c'est pas grave. Je te remercie. On est au clair là-dessus? Oui? C'est bon. Vous n'avez pas de problème, tout le reste est ok. Oui? Second membre, ouais, c'est ça. Vous savez que ça vient de la transposition complexe du second membre. Ne vous angoissez pas avec ça, parce que ça, on s'en servira jamais, parce qu'on va passer au petit 2. Alors maintenant, je redézoome. Ok, on est parti d'une équadif au départ, et on a trouvé une façon extrêmement... Vous êtes d'accord que quand même, on a une équation différentielle horriblement compliquée, et on dit ça, en fait, ça revient à résoudre ax égale b. Hein. En vrai, hein. On est d'accord? A, c'est ça, et b, c'est ça. Donc en gros, on a réussi par ce tour de passe-passe et ce passage en complexe à transposer le problème. Je dois trouver l'ensemble des solutions d'une équation différentielle d'ordre n à ce second membre sinusoïdal à est-ce que je suis capable de résoudre un polynôme du degré 1? C'est pas une bonne nouvelle, je veux dire, globalement, ça. Parce que on sait résoudre un polynôme de degré 1 depuis longtemps. D'accord? Alors que les équations différentielles à ce second membre sinusoïdal, c'est déjà plus velu. D'accord? Bon. Mais comme vous avez passé vos vacances à étudier des circuits électriques linéaires, vous savez que trouver les quadifs, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sympa. On est d'accord? Vous avez vu que dans la liste de circuits, quand même, c'était pas la même difficulté entre le chapitre 2 et le chapitre 1. D'accord? Le chapitre 1, il y avait des 3 résistances qui se baladaient, on les mettait en série, en parallèle, on faisait un petit diviseur de tension, hop hop que je t'embrouille, puis c'était fini, d'accord? Là, le chapitre 2, on touille, on fait des lois d'Emma, il y en a partout, on dérive, on ne sait pas trop, on se perd, d'accord, c'est plus long. Donc, vous voyez qu'on a réussi à réduire considérablement la difficulté de l'opération après l'équation différentielle, mais pour l'instant, on est encore obligé de se coltiner une équation différentielle. Or, quand même, ça c'est un truc assez général en physique, il y a des fois c'est pas le cas, mais très souvent, quand vous avez un problème dont l'expression est hyper compliquée, et tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'à la fin, c'est complètement trivial ce que vous êtes en train de faire comme opération. À un moment donné, on finit par se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de passer directement au truc trivial? D'accord? On est d'accord là-dessus. Je veux dire, vous êtes remarqué, je sais pas, c'est un peu comme si je disais, bon ok, aujourd'hui, on est, le jour, c'est 2400 factoriel divisé par 2399 factoriel plus 2, quoi. On fait un truc compliqué, tout ça pour faire un truc genre, voilà, enfin, moins des trucs divisé par 3400. Vous pouvez toujours faire des expressions mathématiques hyper compliquées pour tomber sur un truc simple. Et si à la fin vous tombez sur un truc trivial, c'est que probablement dans le process, vous avez raté un truc. Vous avez complexifié le problème pour rien. Et bien, je lance la deuxième bonne nouvelle de la journée. Je vous ai fait beaucoup d'un coup. On va pouvoir étudier les circuits électriques à régime sinusoïdal forcé sans scoltiner l'équation différentielle. Autrement dit, on va pouvoir court-circuiter l'étape de base. Et ça, c'est quand même plutôt vachement sympa, d'accord? Et vous allez avoir, peut-être à la fin de ce cours, ou en tout cas au début du cours de demain, je vais avoir le paragraphe à la fois le plus court et le plus rempli de l'année, qui va être l'intégralité des théorèmes du chapitre 1 s'applique maintenant. Je verse dans un seul paragraphe tout le truc. On est parti.
Alors, j'en suis là, si je ne me trompe pas. Petit 2. Impédance complexe. Impédance. Comme impédance, quoi. Ça, c'est le poème caractéristique. Vous embêtez pas avec ça, c'est pas grave, c'est juste... On est d'accord là-dessus? Alors, petit rappel, je vous ai donné une définition d'un circuit linéaire qui était un peu trivial. C'était quoi un circuit linéaire déjà pour vous? Condensateur, d'accord? Voilà, définition sympa, ça marche. Donc, on considère un circuit linéaire en régime sinusoïdal forcé. On va faire un petit résumé de ce qu'on sait. En régime sinusoïdal forcé. Donc, déjà, il contient donc un générateur sinusoïdal. Donc en général, le générateur sinusoïdal, c'est E cosinus de oméga t. Très souvent, on prend la phase du générateur nul, histoire de au moins avoir un truc pas chiant. D'accord? Voilà. On est d'accord? Puisqu'il est en régime sinusoïdal forcé, il faut qu'il satisfasse aux trois conditions qui vont bien. Linéaire, c'est déjà fait. Il a donc au moins également, vous vous souvenez des trois conditions qu'on a vues tout à l'heure, il faut qu'il y ait une dissipation, d'accord? Une résistance. Et éventuellement des dipôles de type condensateur et bobine, d'accord? Et des dipôles de type C et L. On est d'accord sur la description du circuit? Un circuit, ça va être ça. Ce circuit peut avoir 40 millions de mailles, d'accord? Il peut avoir 213 bobines et 412 condensateurs, mais on reste dans ce catalogue-là. On est clair là-dessus, c'est bon? Ce que nous apprend le paragraphe précédent, c'est que toutes les grandeurs du circuit seront sinusoïdales à la même pulsation que celle du générateur. Ok? Ça, c'est ce qu'on fait. Donc, toutes les grandeurs sont alors sinusoïdales à oméga. Bien. Et donc maintenant, on va regarder un peu le processus. Je vais d'abord m'intéresser à une résistance quelconque du circuit, pour voir un peu comment ça marche. Si on a une résistance, par exemple. Donc une résistance, bah, je vais la mettre comme ça, d'accord? J'ai ma résistance ici, grand R. Et donc ma résistance est traversée par une intensité I de T et est soumise à une tension U de T que je prends en convention récepteur, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a comme relation entre U et I dans cette histoire? D'accord? Et voilà. Avec un U de T qui est égal à RI de T. Il s'avère que, en fait, si vous vous souvenez, en fait, la transposition en formalisme complexe, c'est une histoire de partie réelle. Donc vous voyez que si je prends U bar et I bar, si j'écris que U bar c'est égal à R I bar de T, et bien en fait la partie réelle de cette égalité me donnera ça. Donc en fait, ces égalités-là, ces relations-là, les caractéristiques, elles peuvent être transposées en formalisme complexe, tout simplement parce qu'en fait, vous avez soit des multiplications, soit des dérivations. Et comme la dérivée de la partie réelle, c'est la partie réelle de la dérivée, et que la multiplication de la partie réelle par un réel, c'est la partie réelle du même réel fois le truc, ça se passe bien. D'accord? Donc, ceci se transpose en la chose suivante, donc U bar de T, qui est égal à R I bar de T. On est d'accord là-dessus? C'est juste une transposition. J'écris la même chose, sauf que je souligne mes grandeurs variables. Mais U bar de T, or U bar de T, je vous rappelle que ça s'appelle comment U bar de T?
Celle qui dépend du temps, c'est la représentation complexe, d'accord? Et elle est reliée à l'amplitude complexe par une relation qu'on a vue tout à l'heure. Donc je vous rappelle que ça, c'est la représentation complexe. Et bien ça, en fait, de manière très générale, c'est égal à UM bar, qui elle ne dépend pas du temps, on est d'accord? Exponentielle de j oméga t. On est au clair là-dessus? Et UM bar, je vous rappelle que ça, c'est... Ça s'appelle comment celle-là? Vous n'avez pas encore appris votre cours il y a une demi-heure, mais c'est épouvantable, quoi. Vous avez dit de ne pas vous laisser distancer. Oui, c'est l'amplitude complexe. D'accord? C'est la même mécanique qu'habituellement. C'est bon? C'est bon? Oui. C'est un or, c'est ça qui se posait quoi. Et qu'est-ce que je peux... Est-ce que je peux faire la même chose avec I bar de t? Je peux faire littéralement la même chose, hein. Je veux dire, I bar, c'est une représentation sinusoïdale, ça marche pour toutes les grandeurs, donc ça marche parti pour IM. On est d'accord là-dessus? Mais vous voyez que si je prends ça et que je mets ça là, théorème Samy, ben non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les échelles j oméga t? Ils disparaissent, on est d'accord? D'accord, que ça fait donc UM bar qui est égal à RIM bar. D'accord? Soit donc UM bar est égal à RIM bar. Alors là, à ce stade-là, vous allez vous dire, oh, ok, bon, il écrit U égale RI avec des symboles cabalistiques en plus. C'est pas hyper impressionnant ce que je viens de faire, d'accord? Petite remarque quand même, je suis passé d'une relation avec des grandeurs sinusoïdales à une relation avec uniquement des constantes. Ça, c'est le U égale RI avec une tension continue et une intensité continue. Il n'y a plus de dépendance temporelle dans cette histoire, d'accord? Ok. Pour une résistance, rien de méchant, rien de très exceptionnel. Donc on y va. Ça, c'était une première étoile, si vous voulez. Si on a un condensateur, j'ai commencé par une bobine, tiens. Si on a une bobine, c'est quoi là? Donc une bobine, hein, je vous rappelle, hein, c'est un truc comme ça. J'ai I de t ici, U de t ici, ça ne change pas. Qu'est-ce que je peux... C'est quoi la relation que j'ai entre I et U? Ouais. Tout à fait, hein. U de t, c'est LDI sur dt de t, d'accord? C'est la caractéristique, j'espère que vous la connaissez à ce stade-là, sinon c'est que vous avez quand même raté 2-3 exos au passage. D'accord? Voilà, c'est là quand même, hein, voilà. Donc, et on est d'accord que comme la partie réelle de la dérivée, c'est la dérivée de la partie réelle, je peux faire exactement la même chose, me dire, en fait, je peux transposer cette relation-là, et si j'en prends la partie réelle, je retomberai là-dessus. Donc en particulier, soit U bar de t, qui est égal à L, d de I bar de t, de t. On est d'accord? Mais la dérivée, c'est quoi en formalisme complexe? C'est multiplié par G oméga. Et donc, j'ai donc U bar de t qui est égal à JL oméga facteur de I bar de t. Et je peux à nouveau faire la même opération, simplifier par l'exponentielle J oméga t pour me ramener aux amplitudes complexes. Autrement dit, je peux écrire que UM bar, c'est égal à JL oméga facteur de IM bar. On est d'accord là-dessus? C'est quoi comme loi, ça? U égale quelque chose fois I? C'est à l'odome. Ce que je viens de vous raconter, c'est qu'en formalisme complexe, une bobine, ça se comporte comme une résistance. La seule différence, c'est que la résistance, elle est imaginaire pure à partie imaginaire strictement positive. Mais ça se comporte comme une résistance, c'est la même bête. D'accord? Si on arrive à faire ça avec... Attendez, je vous spoil l'épisode d'après. Si j'arrive à faire la même chose avec le condensateur, ça signifie que l'intégralité de mes dipôles, sauf le générateur, se comportent comme des résistances. Autrement dit que donc mon circuit de base avec des résistances, des générateurs, des bobines, tout ça, dégueulasse, je peux en fait le copier-coller en remplaçant toutes les bobines par des résistances, entre guillemets, ou un truc qui se comporte comme une résistance, et tous les condensateurs pareils, et je me retrouve avec un circuit purement résistif. Donc un circuit du chapitre 1.
Je t'écoute. On utilise les ponts. On utilise les ponts diviseurs d'intensité, de tension. On fait les associations en parallèle, en série, la totale. Tout marche. Tout marche. Ah oui, si les ponts, vous avez décidé de faire l'impasse dessus, un, déjà, c'est une très mauvaise idée pour samedi. Deux, faut pas. Parce que, parce que voilà. Ouais. En fait, ce mobile, on l'a vraiment dit, c'est vrai que c'est un environnement de vie. Non, c'est pas la même résistance. Là, c'est une résistance vraiment avec une imaginaire pure dedans. C'est pas la résistance interne de la bobine, dont on parle là. On parle vraiment de la façon dont elle se comporte dynamiquement. Oui. Déjà, donc en fait, on peut pas faire ça tout le temps si on veut la. En fait, il y a un truc. J'ai un secret quand même de plus que vous. C'est que quand je tombe sur un circuit un peu trop compliqué avec des lois des et des lois des nœuds, je fais ça. Et je le violente un peu, je compacte tout. Je fais de l'association de dipôles. Et puis je trouve ce que je veux sans aucune forme de problème. On n'a jamais croisé une dérivée de ma vie. Et ensuite, il y a une méthode pour revenir du formalisme complexe à l'équation différentielle. Vu qu'à chaque fois que vous avez J oméga, c'est une dérivée. Oh, j'ai un moins oméga cube. Voilà, c'est la dérivée troisième. Allez, c'est bon, c'est parti. Donc ça marche. D'accord. Ça c'est assez éclaté comme méthode. Mais bon, pour l'instant, on apprend à le faire dans le bon sens. Et on va voir après. On est d'accord? Pour l'instant, on a fait la bobine. Il ne reste plus que le condensateur à faire pour vérifier que ça marche. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un régime d'un courant qui ne soit pas continu en fait? Ah, parce que les courants continus posent d'énormes problèmes. Alors, il y a deux raisons. La première raison, c'est que les pertes de charge avec un courant continu sont beaucoup plus fortes, d'accord? Et en particulier parce que ce qui t'intéresse en puissance, c'est la version efficace. Donc en soi, tu gagnes un facteur racine de 2 à peu près partout quand tu transportes les choses. Ça, c'est la première étape pour les hautes tensions. Et la chose, c'est que naturellement, tu produis des courants sinusoïdaux. Tu fais tourner des trucs. Et ça produit naturellement des courants sinusoïdaux. C'est la deuxième raison. Donc en gros, et par ailleurs, pour faire tourner des moteurs, dans le sens, qui est quand même au départ la première application de l'électricité, quand même, c'est pas de charger les téléphones portables, c'est aussi tu veux faire tourner des moteurs, donc c'est plus intéressant d'avoir des courants sinusoïdaux. La troisième truc, qui est un truc beaucoup plus mathématique, c'est ce que je vous ai expliqué avant les vacances. Si vous avez n'importe quel signal, vous pouvez le décomposer comme une somme de signaux sinusoïdaux. Autrement dit, si c'est traiter un signal sinusoïdal, c'est tout faire. Donc d'un point de vue purement mathématique, étudier les signaux sinusoïdaux est un gain considérable parce que ça te permet de tout savoir faire derrière. Voilà les trois raisons. Petite remarque, les signaux sinusoïdaux, ça sort naturellement. Alors, c'est dommage, c'est plus au point, mais quand vous jouez d'un instrument de musique, par exemple, typiquement, vous avez peut-être vu ça au lycée, pour utiliser des harmoniques, d'accord, n'importe quel, d'accord. Ça, c'est des signaux sinusoïdaux purs. Chaque harmonique, c'est un signal sinusoïdal pur. C'est-à-dire que c'est pas des trucs qui sont hors sol, les signaux sinusoïdaux, d'accord. Je veux dire, si vous avez, surtout, vous avez Internet, tapez tuto guitare sur Internet, d'accord, ça marche vachement bien avec les guitares ou avec des trucs plus gros, genre des basses ou des contrebasses. Vous regardez la vidéo, vous regardez les cordes, vous les voyez les sinusoïdes, hein. On les voit, littéralement. Ça se voit, on voit les cordes qui font oui, enfin, c'est des signaux sinusoïdaux, ça marche. Vous voyez le fondamental en général, d'accord, le machin, voilà. Ça marche très très bien. Bon, je reviens à mon mouton, d'accord, et on va voir si avec un condensateur, ça fonctionne, d'accord. Pour un condensateur, alors on est parti, pareil, U, I de T, U de T. C'est quoi la relation entre les deux? D de U bar sur DT de T, d'accord. Donc là je l'ai mis, pardon, voilà. Je le transpose en formalisme complexe. J'ai donc I bar de T, je vais aller un peu plus vite. Là comme j'ai une dérivée, qu'est-ce qui va se passer? C'est une multiplication par J oméga. Donc je vais avoir tout simplement J C oméga, facteur de U bar de T. Si je le transpose en complexe. Je fais la même simplification par exponentielle J oméga T. Et comme je vais avoir un truc en U égale RI, je vais juste le manipuler un tout petit peu. Donc, là je vais un peu plus vite, mais ça va, c'est la même chose. UM bar, c'est égal à 1 sur JC oméga, facteur de IM bar, qui est encore une loi d'Ohm, sauf que la résistance est un imaginaire pur, mais que cette fois, sa partie imaginaire est strictement négative. Donc en fait, vous avez trois dipôles. Les dipôles dans la partie de les dipôles où vous avez la partie juste qui sont constitués avec une, alors ça s'appelle une impédance, le vrai truc, d'accord, où la partie réelle est strictement positive. Celle imaginaire pure avec une partie imaginaire strictement positive, c'est les bobines. Et imaginaire pure avec une partie imaginaire strictement négative, c'est les condensateurs.
Voilà les trois. On est d'accord là-dessus? Alors, ça vous donne le théorème hyper important de cette histoire. En régime sinusoïdal forcé, tous les dipôles passifs se comportent comme des résistances. D'accord? C'est-à-dire qu'ils obéissent à une loi du type UM bar égale Z bar fois I bar. D'accord? Où Z bar, c'est le coefficient de proportionnalité entre les deux. Donc, en régime sinusoïdal forcé, tout dipôle passif, donc dipôle passif c'est R, L ou C, se comporte selon, alors se comporte, je veux dire, comme une résistance. On définit alors l'impédance complexe comme le rapport UM bar sur IM bar. L'impédance complexe du dipôle par Z bar qui est égal à UM bar sur IM bar. Petite remarque, c'est aussi égal à I bar sur I bar. Vous pouvez la définir comme vous voulez, c'est exactement la même chose à cause du exponentiel J oméga T. D'accord? Voilà. Et vous vous souvenez, quand on a défini la résistance, on a défini aussi un autre truc qui était la conductance. Et bien en fait, on a exactement la même chose, enfin, il se trouvait que ça ne porte pas le même nom. Et l'admittance complexe Y bar par... Alors ça, c'est pas très compliqué, c'est la même chose. À votre avis, Y bar, c'est quoi? C'est 1 sur Z bar. Donc, c'est son inverse. Regardez. D'accord. Oui. La même façon qu'à concerne la conductance dans les théorèmes. Quand tu vas avoir un polygère d'intensité, tu seras content d'avoir l'admittance. Voilà. Donc pareil, ça sert beaucoup moins en général, on utilise les impédances. Voilà. Et donc le théorème extrêmement important, c'est la chose suivante. On peut donc transposer tous les dipôles en des résistances, d'accord? On va appeler ça les impédances. Donc ces dipôles se transposent en impédance complexe et là on a un magnifique tableau. Si vous avez une résistance grand R, ça va se transposer en une impédance avec Z bar égale grand R. C'est la même, d'accord? La résistance, ça se passe bien. D'accord. Si vous avez... Je suis débile, j'aurais dû faire ça, mais c'est pas grave. Je vais mettre là. Je continue comme ça. Si vous avez un condensateur, alors il se transpose en une impédance telle que Z bar est égal à quoi? On l'a vu, il n'est plus là. Vous ne l'avez pas vu, mais je vous le donne. C'est 1 sur JC oméga. Donc si vous avez un condensateur C, ça se transpose en 1 sur JC oméga. Et si vous avez une bobine L, d'accord, ça se transpose en une impédance. Donc ça, je l'appelle ZC. Et je vais avoir Z bar L est égal à JL oméga. Et on va faire le dernier. On va voir si vous avez suivi. Alors maintenant, c'est quoi la transposition en formalisme complexe de ça? De E cosinus oméga t. On l'a vu tout à l'heure. C'est E, d'accord, voilà. C'est quoi comme type de générateur, ça?
C'est un générateur de tension alternatif, ça? C'est continu. Ça, c'est un peu séparé, parce que c'est pas exactement la même chose. Mais voilà. Je t'écoute. Pose-moi la question à moi. Ces dipôles se transposent en impédance complexe. D'accord? Formalisme réel, formalisme complexe. Et donc là, en fait, si vous regardez les ingrédients qu'il y a dans la colonne de droite, la colonne complexe, ce ne sont que des ingrédients qui font partie du premier chapitre. Des résistances, enfin en tout cas des trucs qui se comportent comme des résistances, et des générateurs de tension continue. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple, d'accord? Pour que vous compreniez un peu l'intérêt du bordel. Est-ce que vous vous souvenez de ce truc-là? Alors, je ne sais plus comment il était foutu. On avait une bobine là. Ça vous rappelle quelque chose, celui-là? Il était comme ça, votre circuit? Je sais qu'il y avait un circuit similaire à Jean-Léo, il était comme ça. C'est un DM d'ailleurs, si je ne me trompe pas, on est d'accord? C'est pas un DM celui-là? Ou un trou? Peut-être pas? D'accord? Voilà. Bon, c'est pas très grave. Voilà ce circuit-là. Vous êtes d'accord quand ce circuit... Ah oui, je sais, on l'a fait ensemble. Et vous vous souvenez, on l'avait fait ensemble parce que c'était un des premiers exemples de pourquoi c'est pénible de trouver une équation différentielle. On avait tourné, on avait dérivé, on avait... D'accord? Vous vous souvenez de cette histoire-là? D'accord? Je vais appeler ça U de T. Ok? Et je vais dire que j'ai un circuit, que j'ai un générateur sinusoïdal. Je regarde mes trois conditions. Est-ce que j'ai un circuit linéaire? Oui. Est-ce que j'ai un générateur sinusoïdal? Oui. Est-ce que j'ai une source de dissipation? Oui. D'accord? Donc, je vais mettre le cosinus oméga t ici. Donc, je suis content. Ce truc-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver le comportement de U de T dans cette histoire. D'accord? Donc, je vous dis, hein, on cherche U de T. Sans le cours de ce matin, vous coltinez l'équation différentielle, vous coltinez la solution générale, la solution particulière, vous faites un truc horrible, et on se revoit dans 10 ans. Un peu de choses près. D'accord? Voilà. Avec les deux paragraphes que je viens de vous faire, vous allez voir comment ça se passe. On transpose. Vous transposez ce circuit en formalisme complexe. Donc, autrement dit, vous prenez le circuit, vous faites un copier-coller. Encore une fois, dès que je parle de transposition, ce n'est pas une opération mathématique, c'est je remplace mon problème initial par un autre problème qui a l'air plus compliqué, mais qui en fait va me permettre d'aller plus vite au résultat. Si vous avez pigé, mon générateur, je le remplace par quoi? Par un générateur de tension continue dont la force électromotrice vaut quoi? Tout simplement grand E. Ma bobine, je la remplace par quoi? Par une impédance. Attention, on avait une résistance, c'est une impédance, d'accord? Mais bon, c'est la même chose. Par une impédance qui vaut JL oméga. Ma résistance, je la remplace par quoi? Par une impédance de valeur R. Mon condensateur, je le remplace par quoi? Par une impédance qui vaut 1 sur JC oméga. Ma tension ici, je la remplace par quoi? Par UM bar, effectivement, par sa représentation complexe. On est d'accord là-dessus? On est d'accord? Faites attention, ça c'est extrêmement important. Dans cette transposition, je n'ai plus aucune dépendance temporelle. Ici, c'est pas petite barre de T, c'est E directement, l'amplitude complexe, et là aussi c'est l'amplitude complexe. Plus rien ne dépend du temps dans cette histoire. Oui. Est-ce qu'on a toujours les mêmes lois d'association? La question c'est, d'où viennent les lois d'association? Des lois d'Ohm, des lois d'émail et des lois des nœuds. Les lois d'émail se transposent sans une forme de problème, c'est des additions. Et les lois d'Ohm, on vient de toutes les retrouver.
À partir de ce moment-là, je pourrais effectivement recopier tout le cours du chapitre 1 pour tout redémontrer, mais en fait, finalement, j'ai du U égale machin I partout. La seule chose qui change par rapport au cours du chapitre 1, c'est qu'au lieu d'écrire R, j'écris Z bar. Au lieu d'écrire U, j'écris UM bar. Et au lieu d'écrire I, j'écris IM bar. Et donc ça, c'est le truc important, et c'est là où c'est le paragraphe, enfin même pas, c'est la phrase la plus dense de tout le cours de cette année. Tous les théorèmes du chapitre 1 s'appliquent en remplaçant U par UM bar, I par IM bar, R par Z bar et G par Y bar. Et c'est fini. Et vous allez voir à quel point ça marche bien. Tous les théorèmes du chapitre 1 s'appliquent en remplaçant U par UM bar, I par IM bar, R par Z bar et G par Y bar. Oui. J'ai fait exprès de ne pas mettre I ou ça. Dans le circuit, ouais, parce que je ne vais pas en avoir besoin, vous allez voir. Donc, encore une fois, je vous laisse vous remémorer la difficulté de trouver l'équation différentielle de ce truc-là, déjà. Puis ensuite de la résoudre, etc., etc. D'accord ? Maintenant, vous allez voir à quel point le formalisme complexe, ça va mettre une fessée à ce circuit. Voilà, vous allez pouvoir vous venger de ce circuit qui vous a traumatisé, vous en avez rêvé la nuit, des lois des mailles, des lois des nœuds, des machins, des dérivés qui se passent pas bien, etc., etc. D'accord ? Oui ? C'est-à-dire, tous les circuits qu'on a fait au chapitre 2, on va plus jamais les résoudre comme avant. Si, parce que c'est pas considéré comme légit. Et en particulier, en vrai, vous n'avez pas de théorème de retour. Je rappelle que dans votre chapitre 2, c'est un échelon de tension. Donc vous n'avez pas le régime sinusoïdal forcé. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que l'équation différentielle en régime sinusoïdal forcé sera la même que l'équation différentielle en réponse à un échelon de tension, ce qui n'est pas absurde. Trouver l'expression du truc et revenir à l'équadif après. Vous n'avez pas de théorème qui vous permette de faire ça en vrai. D'accord ? Donc on ne considère pas ça comme très légit, mais ça marche. Je veux dire, moi je le fais quand je tombe sur les circuits trop compliqués. C'est comme ça que je le fais, parce que je regarde les opérations que je fais simplement en manipulant des systèmes, et je vois celles que je dois faire sur les équations différentielles pour... alors je dis, je multiplie par J oméga là, bah donc je dois dériver, enfin, des trucs comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour simplifier ce circuit ? Ouais. C'est pas des résistances, c'est des impédances, d'accord ? Donc on y va. On associe les impédances. Donc on est reparti, hein, grand E. Et ici, j'ai donc une impédance équivalente Z bar E. Ici, j'ai toujours 1 sur JC oméga. Ici, j'ai toujours UM bar. Que vaut Z bar E ? Donc je rappelle que c'est l'association de deux impédances en parallèle, donc c'est le produit sur la somme. D'accord ? Donc, bon, on y va, produit sur la somme. Ouais. RGL oméga, effectivement, en général, on met le J devant, mais bon, JRL oméga, divisé par R plus JL oméga. Ceci est homogène, hein. L oméga est une impédance. Ça marche, petite remarque, c'est parce que L sur R, c'est un temps. On retrouve des choses qui vont bien. Ok ? Et là, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, j'ai entendu. On a un magnifique point diviseur de tension. Et donc, UM bar, c'est égal à 1 sur JC oméga sur Z bar plus 1 sur JC oméga, qui multiplie grand E. D'accord ? On ne laisse jamais des fractions avec trop d'étages en l'état, on est d'accord ? Donc déjà, première chose à faire ici, je multiplie tout par JC oméga, d'accord ? Donc j'ai 1 sur 1 plus JC oméga et Z bar, je vais le remplacer par son expression qui était ce truc-là. JRL oméga sur 1 plus, non pas 1 plus, R plus JL oméga facteur de E. On est d'accord ? Comment je fais pour me débarrasser de l'étage en trop ? On multiplie tout par R plus JL oméga, et donc je me retrouve avec un truc de type R plus JL oméga divisé par, alors là on a un truc pas beau,
R plus JL oméga moins RLC oméga carré fois E. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est UM bar, pan, directement. C'est pas fini. Ce qui nous intéresse, c'est pas UM bar en fait. Donc en général, on s'arrête là. Parce qu'on sait qu'on a tout. Mais là, pour la première fois que je vous montre ce truc-là, je vais finir. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est U de T. Qu'est-ce que je ne connais pas dans U de T? On rembobine tout au début. U de T est une grandeur sinusoïdale. Donc on ne connaît pas l'amplitude et on ne connaît pas la phase. D'accord? Donc on est parti. Une fois qu'on en est là. Alors, petite remarque, discussion avec Samy. Si je multiplie toute cette égalité par ça, ça là, ce truc-là, ça c'est le polynôme caractéristique. Donc ça me dira que R fois U plus L fois la dérivée de U plus RLC fois la dérivée seconde de U est égal à R fois E plus L fois la dérivée de E. Donc on peut trouver l'équation différentielle en repassant de l'autre sens. Puisqu'à chaque fois, que tu vois un J oméga, en fait, ça correspond à une dérivée. Ça, c'est au-delà du programme, a priori, mais on pourra retrouver l'équation différentielle comme ça. Voilà. Alors, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc ensuite, on calcule UM. UM, c'est quoi? Discussion avec ça tout à l'heure. Comment je fais pour trouver UM à partir de UM bar? Ouais, si. C'est le module, effectivement. Donc UM, c'est le module de UM bar. Et là, vous avez vos théorèmes de maths qui sortent. C'est quoi le module du rapport? Le module du rapport, c'est 1. Non. Vu que tout nombre s'écrit comme un rapport, c'est un peu triste. C'est le rapport des modules. D'accord? D'accord? Donc j'ai un grand E là-bas, on est d'accord? Donc là, j'ai un rapport là. Donc c'est le module du numérateur divisé par le module du dénominateur, module du numérateur. Racine de L carré oméga carré, pas de problème. Attention, je vous filme. Et j'envoie la vidéo à Monsieur Lévy là. Module du dénominateur. Ouais. Attention, hein, ça sera publié là. R moins RL oméga C oméga carré C, le tout carré. Bravo. Oui. C'est la partie réelle. Oui, plus L oméga. L carré oméga carré. Je précise, je te remercie de ne pas t'être trompé. Enfin non, quand même pas, je te remercie pas, c'est pas drôle. Un complexe, c'est un vecteur à 2 dimensions, d'accord? Vous avez toujours 2 termes dans le module, pas 3. C'est pas la somme des carrés de toutes les merdes qu'il y a en dessous. D'accord? Donc je suppose que personne n'a l'idée de faire ça au carré, plus L oméga au carré, plus tout ça au carré. Personne. Ça a traversé l'idée de personne, on est d'accord? Parce que vous savez ce que c'est que des complexes. Le module, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Il n'y a pas un troisième bout. Il n'y a pas la partie réalo-imaginaire au milieu. D'accord? Ou la partie réelle négative qui se balade. On est au clair là-dessus? Voilà UM. Ouais. Le terme de droite de l'égalité, c'est UM. C'est UM. Non, c'est UM. Ça, c'est UM. Pardon. Attends. L'autre droite, tout à fait. Pardon. Oui, tout à fait. Oui. Le E, il est en facteur de toute la fraction, pareil. À tous les coups, il se balade là. Le grand E, il est là. C'est juste que comme je le mets au départ, après ma ligne a du mal à rejoindre les choses. On est d'accord pour le module? Voilà. Alors, pour calculer l'argument, et phi de U, ça va être quoi? Ça va être l'argument de ce truc-là. On est d'accord? Argument d'un rapport, c'est la différence des arguments, effectivement, d'accord? Donc ça va être l'argument de tout ce machin, d'accord? Ok. Alors, ouais. On verra. Alors, pour l'instant, je laisse comme ça. Moins l'argument de
de R plus JL oméga moins RLC oméga 2, d'accord. Il manque un, j'ai aussi l'argument de E au passage quand même. On est d'accord que j'ai tout ça. Ça vaut quoi l'argument de E? 0 modulo. Alors modulo on s'en fout. 0, donc 0, d'accord. L'argument de E vaut 0 tout simplement parce que c'est l'amplitude d'un signal sinusoïdal et que l'amplitude par définition c'est un réel positif, d'accord. Donc E dégage toujours dans les arguments dans cette histoire, d'accord. Vous savez comment calculer ça ou pas, les arguments d'un complexe? Vous avez la formule avec arc tangente ou pas? Ok, bon, ça on verra ça demain. D'accord. On verra demain comment on calcule ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est de terminer là-dessus. Et on écrit. Comment je fais pour avoir U de T? Bah, je prends ça. D'accord. Donc UM. Alors bien sûr, vous pouvez tout recopier, mais c'est pas très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'écris? Cos oméga T, je ne me pose pas de questions. Plus phi. Retour au point A. Oui. Vous avez dit que le modulo est Parce que comme tout passe à l'intérieur de cosinus, si tu veux, c'est toujours tout ceci est modulo de pi. Comme de toute façon, à l'arrivée, ce que je vais écrire, c'est un cosinus de ça, modulo de pi. Modulo, je m'en fous en fait. Enfin, tu vois, cosinus de x plus de pi, c'est cosinus de x. Donc, oméga carré, c'est un recopiage en fait. Hein. C'est un moins recopiage de ça. C'est le recopiage du dénominateur. D'accord. Vous voyez tout le process, comment ça fonctionne? Vraiment, ça c'est extrêmement important à voir. On reconstitue les choses. Je tiens à tirer... Alors, ce cours est difficile, mais on a tout fait. Non, on n'est pas à Z. Maintenant, on va exploiter ça. D'accord. Mais, dans le formalisme complexe, vous savez tout. Ce cours-là, vous le bossez ce soir à fond. Hein. D'accord. Vraiment, pour que les mécaniques soient rentrées. Et en partie, surtout, que vous vous refamiliarisez avec les complexes dans ce contexte-là. Tous les petits théorèmes que j'ai utilisés. Module du rapport, rapport des modules... l'argument du rapport, différence des arguments, etc., etc. On verra demain comment on fait pour calculer l'argument d'un complexe, de manière très générale avec l'arc tangente. Je tiens à attirer votre attention sur un truc absolument incroyable. On est parti d'un circuit compliqué, et j'ai eu U de T, j'ai pas croisé une équodif, pas croisé une dérivation, j'ai croisé que dalle. J'ai fait que de la manipulation primitive de circuit. D'accord ? Voilà. Je vous incite également à revoir votre chapitre 1, puisque vous venez de l'avoir en pleine tête là, d'un coup, là, très discretos. Nous nous voyons demain matin, 8h pour tout le monde.